7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines. Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. C'est le rendez-vous des tchatcheuses aujourd'hui. Comme chaque mois, je reçois 3 femmes journalistes de 3 continents pour commenter l'actualité de leur choix de ces dernières semaines. Que penser par exemple du procès d'une mère de djihadistes français ou d'une toute nouvelle agence de voyage spécialisée dans la Corée du Nord, ouverte à Moscou, ou encore de cette bataille juridique d'un couple divorcé américano-colombien pour la récupération de ses embryons congelés. Voilà, on pourrait dire ainsi va le monde. En tout cas, les discussions vont aller bon train avec les tchatcheuses. Les voisins, les voisines, bien sûr, vous pouvez poster tous vos commentaires sur les réseaux sociaux pour accompagner nos tchatcheuses. Je reçois Elena Gabrielian de la rédaction russophone de RFI. Bonjour Elena. Bonjour Emmanuel. Soyez la bienvenue. Avec la journaliste également tunisienne Refka Peissan. Bonjour Refka. Aslema Emmanuel. Vous travaillez entre autres pour Radio Orient. Yes. Et la journaliste chilienne Paola Martinez. Hola Paola. Hola Emmanuel. Et vous intervenez entre autres sur TV5. Voilà, Refka, Paola, Elena, ça sent le féminin. Et on a 47 minutes pour en discuter. В стране победившего социализма нет глянцевых журналов, но есть мода. В Пхеньяне модный бум последние 5 лет. Такими мы привыкли видеть корейских девушек на плакатах, а такие они в жизни. Яркие цвета пришли на смену популярным до этого серому и милитари. Длина юбки чуть выше или до середины колена. Других вариантов на улицах столицы мы не встретили. Alors je me tourne vers notre tchatcheuse russophone, Elena Gabrielian. Que vient-on d'entendre ? Alors c'est un extrait de reportage de la première chaîne russe. La journaliste s'est rendue en Corée du Nord et dans ce reportage-là, elle nous parle de la mode nord-coréenne. Elle dit que Pyongyang marche au même rythme que Paris et Milan. Alors, les Nord-Coréennes s'habillent plus dans les couleurs vives, c'est plus acquis ou les couleurs gris. Et puis, il n'y a pas de jupe courte et pas de bijoux. Et à la place des bijoux, on a cette petite broche qui fait signe de l'appartenance au Parti communiste. Ouais. Voilà, donc sans moindre tout ça ironie. Sur la musique du film américain Pretty Woman. Et voilà, exactement. Alors, finalement, il faut dire que le vocabulaire est assez m'a véritablement surpris parce que j'avais l'impression de regarder un reportage de mon enfance, à la télé soviétique, ou bien un reportage nord-coréen, mais en langue russe. Alors, il y a pas moindre ironie sur véritablement cette boom de mode. C'est ça, cette série de reportages dont tout de même assez lunaires et sont diffusés au moment où, alors évidemment au moment où le monde entier jette un œil inquiet vers la Corée du Nord, ça c'est pas la peine de le préciser, mais surtout au moment où une agence de voyage privé spécialisée dans la Corée du Nord a ouvert à Moscou. Oui, tout à fait. Alors on ne sait pas si ces reportages, c'est un simple coïncidence de l'ouverture de cette agence. En tout cas, tout était au même moment et ça paraît un peu comme une campagne assez organisée puisque c'est une agence officielle et qui a ouvert en collaboration avec les autorités russes. Et d'ailleurs, il faut savoir que c'est une agence de droit privé néanmoins. Absolument. Et il faut savoir que c'est une agence qui propose également des visites en langue française. Alors, si un jour vous vous retrouvez à Vladivostok, c'est depuis cette ville-là russe où s'organisent des vols vers... hautement encadré, j'imagine. Ah oui, tout à fait. Et d'ailleurs, sur le site, on apprend qu'on nous propose des programmes d'une semaine à 2 semaines, environ en moyenne à 1 000 euros, le prix. Et la première chose qu'on apprend quand on visite ce site, c'est comment il faut se comporter en Corée du Nord. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que en nous proposant ski, plage, excursions et les fêtes nationales qu'on pourrait découvrir en Corée du Nord, on nous apprend qu'on doit absolument être accompagné par un guide qui garantit notre sécurité et qu'on n'a pas le droit... de régime aussi, j'imagine bien. Mais en réalité, on n'a pas le droit de quitter le guide parce qu'on peut se retrouver en prison. C'est écrit noir sur blanc sur le site. On n'a pas le droit d'entrer
faire entrer dans le pays la pornographie, la littérature sur la Corée du Nord, des auteurs étrangers. Ce qu'il faut quand même préciser, c'est que le tourisme en Corée du Nord n'est pas nouveau, hein, même s'il a toujours été ultra confidentiel. Les États-Unis ont récemment interdit les voyages en Corée du Nord depuis le décès d'un étudiant américain qui est mort en juin dernier, qui avait été incarcéré à Pyongyang. Mais il y avait un voyagiste français, Maison de la Chine, mais qui a suspendu ses séjours là en raison de la crise géopolitique. Néanmoins, il y a toujours eu au compte-gouttes un tout petit tourisme en Corée du Nord. Oui, tout à fait. Par exemple, il y a une centaine de Russes qui ont visité l'année dernière et les autorités nord-coréennes, en présentant ce projet de l'agence à Moscou, ils ont dit qu'il y a 100 000 voyageurs par an et maintenant ils misent sur le marché russe parce que c'est un pays qui se trouve à côté et qu'il faut favoriser justement des liens. Donc vous prévoyez vos vacances? Absolument pas. Et moi j'ai une question en fait par rapport au reportage. Et les gens ils réagissent comment à ces genres de reportages? Est-ce que ça passe comme une lettre à la poste en Russie ou bien entendu les gens ils manifestent d'une façon ou d'une autre? Les spectateurs? Oui, les spectateurs. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'était toute une campagne parce qu'il y avait pas que la journaliste de cette chaîne, mais il y a plusieurs journalistes qui ont visité le pays. Et il y avait même une star russe qui avait visité. Et ça suscitait justement la polémique. Pourquoi on fait à ce moment-là? Et pourquoi, surtout dans ce reportage, vous parlez pas à aucun moment de ce que... Et surtout, le pays comme la Russie, qui a connu l'époque soviétique. Donc une véritable opération russo-nord-coréenne. Hein, ça ressemblait un petit peu à ça, oui. Paola Martinez, vous souhaitez revenir sur ce procès d'une mère de djihadistes français. Nathalie Haddadi, 42 ans, qui est accusée d'avoir financé le terrorisme en aidant son fils Abbas Bounaga, qui est mort en Syrie à l'été 2016. Il avait 21 ans, comme de nombreux jeunes Français partis pour la Syrie. Le tribunal correctionnel de Paris l'accuse. Alors pour l'instant, 18 mois de prison ont été requis par le procureur. Comment vous voyez les choses? Comment vous vous positionnez par rapport à... C'est la première fois, hein. Les parents d'enfants djihadistes ont déjà été entendus par la justice de nombreuses fois. C'est pas qu'il y a un procès. Un procès. Et c'est ça qui m'a étonnée d'ailleurs. C'est pour ça que j'ai voulu parler aussi. C'est un procès qui a eu lieu le 6 septembre. Il a fait beaucoup de bruit. En même temps, le même procès a été, victime de son succès, dans un sens où ça a fini à 4 heures du matin avec des sorties, entrées des avocats qui étaient absolument pas d'accord de la façon et la tenue de ces procès vis-à-vis de la façon aussi dont les procureurs et la juge, en fait, attendaient et demandaient des témoignages. Et d'une part, il faut dire que je pense que l'étiquette des parents djihadistes, j'ai du mal à la supporter. D'une part, c'est bien entendu, il y a des parents qui suivent en fait, ou qui suivent pas. On ne sait pas du tout quelle est la part des responsabilités là-dedans. Des enfants qui partent un peu en cachette, de façon clandestine aussi. De quoi ils sont accusés exactement, ces parents? D'avoir apporté un concours financier. Là, exactement. Là, dans ces cas-là précis, c'est selon l'article 421 du Code pénal français, les délits des faits de terroristes dans lesquels elle a financé en toute connaissance des causes le terrorisme. Et c'est quoi le fait? Elle a envoyé 2 000 € à son fils. 2 000 €. 2 000 € et à son frère aussi et un ami. Ils ont envoyé de l'argent à ces garçons, mais qui n'étaient pas en Syrie encore. Il avait fait déjà envoyer Algérie, il avait fait aussi passer par la Malaisie, etc. La question dans le fond, c'est est-ce qu'apporter un secours financier à son enfant revient à cautionner des actes terroristes? Absolument pas. Absolument pas. Non. Et c'est là, il y a tout la défaillance de ces procès. Nathalie Haddadi parle d'acharnement sur les parents d'enfants djihadistes. Oui, et moi je pense aussi au même titre, c'est comme c'est ces premiers procès, ils ont voulu faire aussi une sorte de vitrine en fait pour la suite, pour dire à ces parents qui éventuellement ils avaient l'idée ou pas d'envoyer ou de soutenir ces voyages. Parce que il faut dire quand même, moi je suis mère des familles, je sais bien qu'il y a des choses parfois qui peuvent échapper à un parent par négligence, par je ne sais pas quoi d'autre. Il ne faut pas non plus pointer du doigt tout le temps ces gens-là. Si tu as envie de... il faut quand même préciser que le frère du fils qui est décédé, le fils cadet, a 1 an de prison requis, dont 6 mois ferme requis. Il y a aussi l'ami du fils djihadiste, également 3 ans de prison. C'est vrai qu'il y a une histoire familiale. Hein. Oui, mais alors on est mitigé, c'est vrai, mais aujourd'hui, nous connaissons très bien, on va dire, les dégâts que nos enfants, c'est-à-dire que, d'accord, c'est notre enfant, c'est difficile de ne pas venir en aide à son enfant, etc. Mais quand cet enfant...
n'est plus des nôtres, parce que parce qu'aller en Syrie aujourd'hui, c'est pour tuer, tout le monde le sait. C'est pour se faire exploser, c'est pour causer des dégâts. Si ton enfant, celui que tu as mis au monde, un jour décide de faire autant de mal, quand même, à un certain moment, il faut se poser la question. Oui, mais la défense, justement, dans ces cas précis de Nathalie, je parlais juste des procès, je ne vais pas parler pour tous les mères et tous les enfants qui partent aussi. Mais cette maman, si elle n'avait pas envoyé cet argent et que l'enfant se trouve son argent, peut-être il sera emmené à revenir aussi. Non coupable parce qu'elle ne savait pas les projets de son fils. Elle savait d'une façon ou d'une autre que l'État peut régaliser. Ça m'étonnerait parce qu'une maman maghrébine, généralement, elle est très très proche de son enfant. C'est la maman, quoi. C'est la maman très proche et généralement, elle est au courant de ce qui se passe. C'est sûr que son intention n'est pas peut-être de financer, mais venir en aide à un terroriste, parce que c'est plus ton enfant. Quand il est en dehors de ta maison et qu'il va se faire exploser... Le parquet antiterroriste a raison aujourd'hui d'envoyer des signaux de fermeté à l'égard des parents. Bien sûr qu'il faut être ferme. Il faut être ferme. Il faut être ferme. Accrue, oui, mais pas dans ces cas-là. Je pense que là, effectivement, il y a plus dans ces procès précis, il faut le dire, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été entendues non plus dans le procès. Ça a été fait dans des conditions un peu particulières. Ok, et c'est vrai qu'il va être prononcé le verdict le 28 septembre. Pour l'instant, on demande 18 mois. Affaire à suivre, donc. Affaire à suivre, mais en même temps, encore une fois, je répète, je pense que aussi c'est une vitrine pour la justice française, pour la suite, pour voir que les parents soient plus vigilants. Il faut avoir une vigilance accrue avec ces enfants qui partent en clandestinité. C'est pas aussi mal. C'est pas aussi mal. Malheureusement pour cette maman qui souffre doublement, certainement, mais c'est aussi pour les autres parents qui sachent aussi qu'à un certain moment, il faut être ferme avec son enfant. Il faut vraiment prendre des mesures en sorte que... On a compris votre position, Revka, c'est votre position, mais vous souhaitez revenir sur les médias égyptiens qui se déchaînent à l'heure actuelle contre la Tunisie à propos de l'égalité dans les droits d'héritage. Alors c'est un sujet dans le monde arabe évidemment qui est... très touchy, comme on dirait, pour utiliser un anglicisme, en tout cas, qui est difficile. C'est pire que ça, même. C'est des médias égyptiens qui appellent carrément à sanctionner la Tunisie pour atteinte à l'islam. Donc, on voit très bien une journaliste bien maquillée, avec du vernis à ongles, très moderne, très actuel, qui est là, qui appelle à condamner, à sanctionner, à défendre la religion, à dire que ce peuple a sombré dans l'égarement et la débauche, que l'affaire de l'égalité dans l'héritage et la permission à la musulmane d'épouser un non-musulman ne les concerne pas. Elle concerne notre religion, donc voilà. Et puis qu'ils n'arrêtent pas de la modeler à leur guise, de la souiller, etc. Pour réexpliquer le contexte, c'est que le président tunisien cet été, à l'occasion de la fête de la femme, a annoncé son intention d'étudier une loi pour l'égalité de l'héritage. Oui, absolument, l'héritage. L'équité successorale. Oui, il y a une mesure qui s'était prise en faveur des femmes, mais de toute façon, il faut revenir aussi sur l'histoire de la Tunisienne. La femme tunisienne était une femme militante qui a toujours milité pour ses droits. Ça a commencé très très tôt. On a toujours eu des femmes et des hommes de la société civile à partir de Taher, de Haded, de Sharia, de Bourguiba, de plein d'autres personnes qui ont toujours défendu la femme tunisienne pour qu'elle aille de l'avant, parce que c'est le pilier de la société. La femme tunisienne, c'est une femme qui sort, qui travaille, qui contribue à l'économie, qui a toujours contribué et à la révolution, etc. Aujourd'hui, il y a plus de femmes qui travaillent que les hommes. C'est normal qu'elles réclament leurs droits. En tant que journaliste tunisienne, vous répondez quoi à la presse égyptienne? Vous avez l'air assez remonté, en effet. Je pense que c'est de l'ingérence, en fait. C'est-à-dire que si la presse égyptienne a envie vraiment de défendre l'islam et de défendre ce genre de cause féminine, ils ont commencé par défendre les femmes qui se font exciser au sein de leur propre pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se passe tellement de... Les femmes en Égypte, ce sont des femmes qui se suicident après des viols collectifs en pleine rue. Vous faites allusion à la déclaration du vice-président de l'université Al-Azhar qui dit que les appels à l'équité successorale entre femmes et hommes, c'est une injustice à l'égard de la femme parce qu'on ne se conforme pas au texte religieux. Le texte religieux...
on le respecte, mais le texte religieux n'empêche pas de réfléchir. C'est-à-dire aujourd'hui, on vit dans une époque où on est emmené à réfléchir et on est emmené à mettre la religion en faveur de la vie quotidienne. C'est-à-dire, l'islam n'a jamais été contre la femme, au contraire. Mohamed, le prophète, a toujours eu du respect pour la liberté de la femme. Les femmes, par exemple, du prophète ont contribué toujours dans les cercles des hommes. Ils ont toujours eu un mot à dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut avoir une compréhension du texte religieux. Une précision factuelle, Refka Paysan, récente, c'est que le moufti de la République en Tunisie, donc la plus haute autorité religieuse du pays, a évolué lui-même dans ses positions. Écoutez, Zaidouna est aussi une institution. C'est une institution qui est écoutée, qui est respectée. Mais on est musulman, mais on est aussi citoyen. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la citoyenneté, c'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la femme, parce que si on sanctionne la femme pour l'héritage, aujourd'hui, la femme qui travaille, vous allez punir qui ? Vous allez punir cette pauvre femme paysanne qui sort le matin, que son mari se trouve dans les cafés, qui fout rien, qu'elle travaille la terre. Mais c'est ça, il faut dire les choses. Les hommes chez nous, ils travaillent pas, ils sont dans les cafés. C'est les femmes qui récoltent, qui travaillent à la pelle, qui ont le dos massacré toute la journée. Et finalement, ce bonhomme, il vient lui dire, bon, moi je prends les 2 tiers et toi, ma sœur, tu prends 1 tiers. Alors qu'il connaît pas rien à cette terre. Mais c'est complètement absurde. Aujourd'hui, les femmes, elles ont le droit d'avoir l'héritage de leurs parents, elles participent à la vie économique du pays. Oui, c'était le coup de gueule de Refka Paysan pour l'équité dans les droits successoraux. Il y a encore du chemin à parcourir là-dessus. Allez, on respire un grand coup. Ça fait au moins 1 mois que nous n'avons pas parlé dans cette émission de Brigitte Macron, en couverture du magazine Elle en août dernier, avec une interview exclusive. La première dame a d'ailleurs permis les meilleures ventes du journal depuis 10 ans. Ça vous a scotché, Paola Martinez? Ça m'a scotché, et pour 2 raisons. Une, j'ai bien compris que cette magazine est sorti le 18 août. Il ne faut pas négliger que c'est la période des plages, où les gens ils sont en train de farniente, n'est-ce pas, à la plage, en train de bronzer en 137 à Paris-Plage aussi. Donc du coup, les ventes, je pense que ça s'explique un peu pour ça, parce que c'est l'été. Après, bien entendu, il y a Brigitte Macron qui suscite toutes sortes d'intérêts, séduction, éblouissement, et aussi un peu pointé du doigt pour différentes raisons. Et j'ai du mal, en fait, avec ces cultes un peu français à la personne, en fait. Et il y a toujours quelqu'un qui va relever l'autre. Il faut dire que l'histoire est particulière. Elle évoque ses débuts tumultueux de sa relation amoureuse avec Emmanuel Macron, la différence d'âge évidemment, sa passion pour son métier de professeur, et puis son statut de première dame désormais encadré par une charte de transparence. Elena Gabrielian, je sais que vous... C'est le French Dream, quoi. Voilà, on en parle beaucoup aussi chez vous. Ah oui, je vous dis que le phénomène Brigitte a vraiment dépassé les frontières de la France, parce qu'on parle aussi bien aux États-Unis qu'en Russie. La presse féminine s'est vraiment intéressée et s'est mis à analyser tous les détails de son style, la longueur de sa jupe, la hauteur de ses talons, de quelle manière elle s'habille, où elle se place par rapport au président. Et puis j'ai plus l'impression qu'on parle d'une star que de la première dame. Et je dirais pas que c'est plus un particularité français. Je dirais même que c'est plus côté américain, vous voyez, où on ne s'intéresse pas de la politique. Les touristes français qui ont voyagé cet été disent que partout où ils sont allés dans le monde, partout, j'ai des amis qui sont allés en Géorgie, on ne leur a parlé que d'une chose, c'est de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron. Oui, tout à fait, mais écoutez, sur tous les territoires, tous les pays post-soviétiques où j'étais aussi cet été, là on me pose la question, alors c'est quoi votre premier... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette différence d'âge? Pourquoi elle se met en avant? Alors, il faut savoir que ce sont des sociétés très conservatrices. Et pourquoi vous dites en avant, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en arrière sur les photos, c'est ce que vous voulez dire? Sur les photos, mais pourquoi c'est mettre en arrière, j'ai dit. Voilà, non, mais c'est pour ça que je précise bien qu'on parle des sociétés très conservatrices où la femme, elle doit être toujours un petit peu en retrait. Voilà. Et alors que en même temps qu'elle incarne justement elle rompt cette conventionnalisme. Absolument. Elle est plus âgée que son mari. Et c'est pour ça qu'elle fait parler d'elle beaucoup. Elle porte des jupes courtes alors qu'elle a 64 ans. Et elle est parfaite. Elle incarne cette liberté à la française que j'aime autant. Au Chili, chez vous également. C'est ça. Voilà.
Exactement. Vous restez avec nous les tchatcheuses, suite de 7 milliards de voisins. Après le flash, on parlera des violences faites aux femmes au Maroc, entre autres. Et bien évidemment, vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter qui vous tendent les bras. On se retrouve dans un tout petit peu plus de 3 minutes maintenant. Restez avec nous, 7 milliards de voisins. 7 milliards de voisins, on est ensemble. Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. On est en bonne compagnie avec les tchatcheuses. 3 femmes journalistes de 3 continents commentent l'actualité de leur choix et parfois vigoureusement. La journaliste chilienne Paola Martinez Infante, la journaliste tunisienne Refka Peysan et Elena Gabrielian de la rédaction russophone de RFI. Vous n'êtes pas russe, Elena, vous êtes arménienne, grandie en Ukraine et parfaitement russophone. Oui, et depuis 10 ans en France. Voilà, depuis 10 ans en France, c'est pas le moindre accent. C'est toujours énervant. Elena Gabrielian, justement, vous souhaitez revenir sur ce assez triste fait divers au Maroc le 20 août dernier. Il y a eu la diffusion sur Internet d'une agression d'une jeune fille par une bande de jeunes garçons hilars dans un bus. Ça aurait pu se passer d'ailleurs ailleurs. Le fléau de la violence faite aux femmes est bien partagé, hélas, sur la planète. Reste à savoir ce qu'en fait la justice. Oui, parce qu'il faut savoir qu'au Maroc, les chiffres sont assez alarmants parce que près de 2 Marocaines sur 3 sont victimes de la violence et dans la plupart des cas, c'est dans un espace public. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas une loi au Maroc qui vraiment protégerait les femmes dans l'espace public. Alors, la loi prévoit la protection au travail, pour les femmes qui sont justement victimes d'harcèlement sexuel ou sexiste, mais pas dans l'espace public. Les autorités promettent vraiment de faire passer cette loi au Parlement, mais pour l'instant, on est là et la mobilisation est assez grandissante. Mais il faut savoir que je ne sais pas vraiment si la situation aujourd'hui est plus grave qu'il y a quelques années, parce que c'est juste que ces dernières années, on a commencé... C'est plus visible, c'est plus médiatisé, et il y a les réseaux sociaux qui sont aussi pour cause. D'ailleurs, on se mobilise sur les réseaux sociaux aussi bien pour dénoncer, mais aussi bien pour critiquer la victime même en disant que c'est elle qui a provoqué... ça c'est classique. Mais aussi, ce qui est un peu dangereux, c'est qu'on a, par exemple, en 2016, il y avait une page Facebook qui a été créée où on prenait en photo les femmes en bikini pour après les critiquer. Alors, depuis, ça a fermé, mais je veux dire que les réseaux sociaux peuvent être utilisés dans les deux cas. La violence, Elena, excuse-moi, mais je connais très bien la société marocaine parce que j'y vais souvent, j'ai été emmenée à faire quelques missions là-bas, mais parfois, on sent que la femme elle-même, c'est le meilleur ennemi de la femme. Mais ça, c'est pas propre qu'au Maroc. C'est dans les sociétés maghrébines et arabes. C'est-à-dire que les mamans ne reconnaissent pas que leur fille souffre. C'est-à-dire que la femme a toujours été opprimée au sein même de sa famille. L'homme a toujours eu raison, la femme a eu tort. Et il y a ce silence qui commence à beaucoup peser. Je vais vous raconter une anecdote, mais c'est quand j'étais étudiante en Tunisie, je prenais le bus également. Mais ça, c'est l'Égyptienne l'a connu, la Marocaine l'a connu, la Tunisienne, l'Algérienne, toutes les femmes. Et souvent, quand je prenais ce bus, il y a une bande d'hommes comme ça qui se collaient à nous et qui nous faisaient subir des frottements très désagréables. Et on ne pouvait pas ouvrir la bouche. Alors, on a décidé d'en parler entre nous, entre femmes. D'ailleurs, il y a un film extraordinaire en Égypte qui s'appelle Le Bus. Voilà. Et c'était un peu ça. Alors, on a commencé à réfléchir pour trouver des moyens par nous-mêmes. Alors, vous savez, les compas qu'on utilise pendant nos cours voilà. Alors, on prenait des compas. Ah oui, c'est violent, le compas. Ah oui, mais on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Et en fait, on mettait les compas dans nos sacs. Et dès qu'il y avait un homme qui s'approchait, il prenait un coup de compas. Là où il ne faut pas. Et ça nous faisait des périmètres comme ça. Et l'homme qui subit cette même violence ne pouvait rien dire parce qu'il sait très bien qu'il est en tort. Et tout se passait dans ce silence amer. Et aujourd'hui, on n'en peut plus de ce silence. Ça, c'est le système D, ce que vous décrivez. Donc, il faut parler. À l'échelle institutionnelle, il faut que ça avance. Il y a une loi pour lutter contre les violences faites aux femmes au Maroc qui est toujours pas adoptée, qui est attendue depuis des années, alors qu'il y aura eu des fenêtres de tir. Mais en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que la ministre
ministre en charge de la famille, c'est une bonne dame, elle s'appelle Bassima Akawi. Elle est PJD, donc membre du Parti voilà. islamiste Justice et Développement. Oui, mais c'est-à-dire qu'il lui a fallu beaucoup pour sortir de son silence. Vous faites allusion là à l'agression donc de cette jeune femme oui, en août dernier. Oui, il faut admettre les torts, il faut admettre la violence faite aux femmes et il faut trouver des solutions. Elle a ensuite dénoncé un crime. Oui, et c'est là où fait toute la question aussi qui se pose. Par exemple, en Amérique latine, évidemment qu'on n'est pas non plus exclu de cette violence. Il y a beaucoup de pays qui ont fait beaucoup d'avancées, en fait, notamment en Argentine. Il y a des lois qui protègent, pas seulement, comme tu disais, les femmes à l'intérieur des lieux de travail, sinon aussi à l'extérieur, parce que les violences et l'harcèlement des rues, très très courant en Amérique latine. Il y a des pays où on va vraiment dans l'extrême total, en Ciudad de México par exemple, à Lima, au Pérou et aussi en Colombie par exemple. Il y a la société civile qui a pris les choses en main. Oui, il y a beaucoup d'associations qui font des choses symboliques. Par exemple, au Mexique, il y a des femmes qui ont des sifflets dans le métro. Et si jamais se sont menacées, ils peuvent siffler. Donc l'homme qui a tort, ils sont plus dans le silence. On a parlé. J'ai fini. Il y a juste les lois après qui accompagnent justement cette mise en garde pour les femmes qui souffrent des harcèlements. Je suis d'accord pour la législation et je suis tout à fait d'accord aussi avec Revka qui parle de l'éducation parce que ça se transmet Absolument. aussi. La législation, certes, elle peut prévenir, mais s'il n'y a pas d'éducation et surtout s'il n'y a pas de mobilisation famille, aussi, là, Revka a donné l'exemple de la mobilisation, mais par exemple, en 2012, je veux notamment rappeler ce cas de Amina Filali qui a été contrainte d'être mariée avec la personne qui l'a violée. Et donc, finalement, elle s'est suicidée parce qu'elle n'a pas supporté cette pression. 2 ans après, finalement, au Maroc, on a... la suppression du fameux texte qui permet à un violeur d'échapper à des poursuites judiciaires. Pourquoi donc attendre jusqu'à ce que le mal soit fait? Il faut agir bien avant. Et j'incite toutes les femmes à agir. Mais rassemblez-vous, parlez-en et trouvez des solutions. Ce texte-là donc, a bien été... on a supprimé ce texte qui permettait à un violeur d'échapper à des poursuites judiciaires s'il épousait sa victime au Maroc. Ça a été supprimé en 2014. Ça vient de l'être au Liban. En Tunisie, ça l'était depuis longtemps. Oui, mais ça n'a pas encore empêché les hommes à arrêter de siffler les femmes dans les rues. Déjà, l'éducation est fondamentale. Les lois, c'est très bien, mais tant que les mœurs et la mentalité n'ont pas changé, ça ne changera rien du tout. Donc le travail doit se faire absolument au sein de la famille. Et aussi, il faut faire des soutiens, il faut faire des cercles. Ces dames, elles sont fatiguées. Il faut travailler sur la psychologie des hommes et des femmes, en fait. Revka Peissad, vous gardez le micro parce que vous souhaitez pousser un autre coup de gueule concernant une fausse marque de vêtements pour très jeunes filles enceintes. C'est une assez curieuse campagne de sensibilisation aux grossesses des mineurs. C'est un clip qui a été fabriqué par la branche finlandaise de l'association de l'ONG Plan International, qui est une ONG par ailleurs extrêmement efficace pour défendre les droits des petites filles. Oui. Mais c'est un clip qui vous a horrifié. Oui, Frida, elle a que 12 ans. On voit une jeune petite fille mignonne dans un clip où ça commence par un jeu d'enfant. Elle sautait sur son petit jeu de carré, c'est ça? Et puis la marelle, oui. Oui, voilà. En Zambie, Oui, en Zambie. Elle est de dos et puis fin du clip, moi ça m'a horrifiée. Elle se retourne avec son petit corps de petite fille de 12 ans, avec un ventre de femme enceinte. Moi, ça m'a terrifiée pour 2 raisons. C'est sûr que l'acte en lui-même, il est terrifiant. Mais il ne s'agit pas d'un trucage. Il ne s'agit pas de... Non, c'est vraiment la petite Frida, elle a 12 ans, elle est vraiment bel et bien enceinte, jusqu'aux dents, jusque-là. Et c'est horrible de voir cette image, ça m'a choquée. Et c'est pas la seule image qui me choque. Ça me choque de voir tous ces enfants à qui on ne demande rien, ni à eux, ni à leurs parents, peut-être, pour être filmés. Après, on arrive avec des images, on les monte et on les diffuse comme quoi, nous, on est là, pépère, devant notre télé, en train de dîner, devant le 20h, et on va voir ça, on va voir une fille enceinte et on va se dire, ah bien oui, il va falloir qu'on trouve une solution pour cette fille. Non, s'il vous plaît, arrêtez avec cela. Il faut respecter la dignité humaine, le corps humain. Il faut arrêter de mettre des images de massacres d'enfants dans les guerres,
mère, etc. Donc vous réclamez un anonymat qu'on ne montre pas les photos de ces enfants-là sous prétexte qu'on défend leurs droits. Pourquoi en Europe et en Occident, on demande d'autorisation et on floute les images et on floute leur corps? Et pourquoi est-ce que en Afrique et dans les autres pays, on a le droit de photographier ces enfants, de les afficher comme ça? Vous imaginez ce que cette fille, dans quelques années, quand elle aura 20 ans, quand elle a envie de faire sa vie, cette publicité va la suivre toute sa vie. Mais comment est-ce qu'on peut demander à une enfant d'accepter qu'on voit son visage comme ça? C'est pas possible. C'est pas possible de lui faire subir une double peine. Ça va la suivre toute sa vie, cette jeune fille. Moi, je comprends bien ton coup de gueule vis-à-vis. Oui, c'est mon grand coup de gueule. Il faut respecter. L'ONG cherche. Est-ce qu'on peut sensibiliser autrement? Parce que là, l'idée, c'est quand même c'est l'appel aux dons et c'est la mobilisation des sociétés civiles. Même si ces vêtements ne sont pas entendus ils sont pas destinés à la vente, mais qu'on essaye de sensibiliser, c'est une bonne cause. Mais il fallait pas montrer ça, il fallait pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tellement habitués à l'horreur, au massacre. On regarde les massacres comme si c'était un film américain avec de l'action, etc. On devient insensible à la couleur du sang, on devient insensible à toutes ces images horribles qu'on voit, et à un certain moment il faut qu'on arrête de marginaliser la violence. C'est une forme de violence pour nous, pour les autres, tout le monde subit cette violence et puis il faut arrêter. Paola Martinez, vous souhaitez attirer notre attention sur cette incroyable bataille juridique d'un couple, un divorce, rien de plus banal, une actrice colombienne, un homme américain, homme d'affaires, ils avaient du mal à avoir des enfants, ils avaient congelé leurs embryons, ils se sont séparés, ils ont divorcé sans avoir pu concevoir d'enfants grâce à ces embryons congelés, et ensuite bataille judiciaire pour que l'épouse, l'actrice colombienne divorcée, puisse récupérer ses embryons et que son ex-mari ne puisse pas les utiliser. Tout à fait. Avec une autre femme. Ça m'a intriguée. D'une part, Sofia Vergara, c'est quelqu'un qui est très connu en Amérique latine, surtout aux États-Unis aussi, parce que c'est une actrice colombienne, une sorte de bomba latina très belle, 45 ans. Et donc, aussi, l'affaire a été médiatisée parce que il s'agit d'elle, hein, il faut bien le dire. Et ce qui m'a un peu frappée dans cette histoire, c'est, d'une part, je me suis posé la question, est-ce que le père, qui a aussi donné son accord, son sperme pour concevoir ces embryons, pourquoi pas, il n'a pas le droit aussi, lui, de récupérer ces embryons et faire peut-être ce qu'il veut. Mais il y a une défaillance, en fait, juridique là-dessus, c'est qu'ils avaient, même eux deux, signé un contrat dans lequel, quoi qu'il arrive, ils ne pouvaient pas toucher à quoi que ce soit sans l'accord de l'un de l'autre. Ok, donc ça c'est bon. Après je me pose la question. Aujourd'hui, je suis assez libre d'esprit pour penser et laisser. Bon, mais ça va trop loin ou pas? Moi, je pense que dans un sens, ça va trop loin parce que après, à quoi ça sert en fait? Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces embryons? Parce que si tous les deux ils sont contraintes en fait de donner l'accord à l'autre, du coup, ça veut dire que personne ne peut utiliser. Ça veut dire que personne peut utiliser. Non, mais les filles, ça vous choque pas, vous? La bataille d'un divorce. Tout à fait. Et c'est ça qui est choquant. Dans un congélateur, mais c'est ce que j'allais dire. La bataille d'un divorce sur un des embryons congelés dans un congélateur en attendant quoi que ce soit, c'est quand même choquant. Je comprends pas du tout comment ça peut arriver des choses comme ça. C'est beaucoup plus compliqué que l'égalité de partage de l'héritage en Tunisie. Bien entendu. Mais bon, moi, je pense qu'honnêtement, on va vraiment trop loin et je pense que vraiment, si la femme, elle veut, elle peut utiliser. Et puis... Ouais. Il faut les décongeler peut-être. Oui, non, mais là, il voulait les décongeler pour les mettre dans une mère porteuse ailleurs. Donc là, ils ne sont pas périmés encore. Exactement, ils ne sont pas encore périmés. Et encore, ça relève justement toute la question de qu'est-ce qu'on fait avec ces embryons, jusqu'où aussi va l'éthique et la morale là-dessus. Mais ces gens-là, ils savent qu'il y a des enfants qui sont orphelins, qui ont perdu leur papa et leur maman dans les guerres et qu'ils sont ravis d'être adoptés. Non, ça, c'est un autre débat. Ça, c'est pas vrai. L'adoption internationale est quasiment en train de se tarir, justement. C'est bien ça le problème. Paola Martinez, il nous reste 1 minute 30. Vous avez besoin de crier un cri à propos de votre pays d'origine, le Chili. Cocorico, c'est comme ça qu'on dit ou pas? Complètement. En espagnol, qu'est-ce qu'on dit au Chili? Non, il n'y a pas cocorico. Il n'y a pas cocorico. Si, pecho de paloma. C'est quand le pigeon il est très gonflé comme ça parce qu'on est très fiers de ce qui se passe. Je suis très fière et surprise d'une décision du ministère, du gouvernement chilien, de Michelle Bachelet, qui est prête à quitter son mandat à la fin de l'année. Et elle fait encore de la résistance. Elle est une femme courageuse. Et elle a dit non à un projet minier qui allait atteindre justement contre le développement d'une zone qui est protégée dans le nord du Chili.
J'ai dit pourquoi je Protection suis très des fière. pingouins Humboldt, qui est une espèce menacée au Chili. Voilà, c'est une réserve qui a été créée en 1990 où on trouve toutes sortes d'espèces et notamment ces manchots magnifiques. Ceci dit, accessoirement sur le plan économique, l'activité minière, c'est quand même un moteur de l'économie du Chili. Oui, mais qui est le principal projet producteur parce de que le cuivre. pays l'a tout privatisé, donc c'est déjà en plus. C'est pour ça que je suis très fière et en même temps très surprise parce que mon pays, c'est un pays qui a été un laboratoire du néolibéralisme, du capitalisme sauvage, où on est capable de vendre presque sa grand-mère pour faire des profits. Et là, maintenant, on donne un grand coup de gueule, en fait, à tous ces empresarios, à toutes cette entreprise qui veut s'installer, qui veut un peu, soi-disant, le progrès arrive. Ils veulent notamment néantir le développement. L'entreprise a été déboutée, mais elle peut encore saisir le tribunal, le Oui. tribunal environnemental et voire même mais la Cour c'est suprême. symbolique. Donc Moi, elle je peut pense faire que appel. cette date des 21 août va rester dans les annales de l'histoire Et chilienne. ben voilà, c'était donc Mon Cocorico. pecho de paloma de la journée. Pecho de Paloma. Vous restez avec nous les tchatcheux jusqu'à la fin de l'émission. Dans quelques instants, l'incroyable histoire de cette Française, ancienne militante du Front National, devenue passeuse de migrants par amour et qui fait l'objet d'une procédure judiciaire. Angela est une fille magique. Pour elle, tout a l'air facile. Elle se fout de vos avis, car elle vit au jour le jour. Dans son cœur, il n'y a que les hommes. La fête et la sapeur. Prend tout à la légère. Et puis, ne pense qu'à elle. Elle fume, 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 fume. Pour oublier ses soucis. Elle danse, 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 danse. Toute la nuit. Angela, tu vas tomber. Angela, tu vas flancher. Car si tu continues, du quartier, tu seras la risée. Angela, tu vas tomber. Angela, tu vas flancher. Car si tu continues, du quartier, tu seras la risée. Dans ses rêves, elle épouse le plus riche, qui se combat ses plus gros caprices. C'est malheureux, mais pour elle, elle attend des sommets. À force de prouver, faut se montrer, elle se voile la face. À force de prouver, faut se montrer, son image se dégrade. Elle fume, 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 pour oublier ses soucis. Elle danse, 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 toute la nuit. C'est Aya Nakamura, c'est Angela le titre de la chanson. Et maintenant, on revient à Béatrice Huret, 45 ans. C'est une femme qui est devenue passeuse de migrants par amour. Elle soutenait jusque-là le Front National. Cette brune, regard décidé, même allée jusqu'à se présenter pour le Front National en 2008 à Boulogne-sur-Mer, dans le nord de la France. Et elle raconte sa métamorphose dans un livre, Calais, mon amour, aux éditions Kéro. Charlie Dupiot l'a rencontrée. Écoutez-la. Alors à cette époque-là, la rencontre avec le Front National s'est faite au détour d'un marché, des personnes en train de tracter. Ils approchent mon mari avec les tracts. Moi, je continue mes petites courses sauf que lui, il pouvait pas se présenter sur les listes électorales vu sa profession. Il était policier aux frontières. Policier, à la police de l'air et des frontières. Ça a été proposé comme quoi, pourquoi ce serait pas votre femme. Bon, et puis voilà, je me suis retrouvée sur la liste du Front National de cette façon-là. Et à l'époque, quand vous étiez plutôt sympathisante Front National avec votre mari, quel regard vous portiez sur les migrants ? Ah, ils arrivent chez nous, ils ont tout. Et puis nous, on n'a rien, voilà. Votre mari ensuite est décédé. Vous avez commencé à travailler à Calais. Donc oui, j'arrive à Calais et je me déplace à Calais pour travailler. Le soir, je rentre chez moi. On envoie de temps en temps le long des routes, de l'autoroute. On fait attention pour pas les percuter. Mais j'étais encore très très loin d'avoir une idée sur les réfugiés ou une idée de leur vie ou de ce qui se passait dans la jungle. Le déclic se fait à la sortie du travail où je vois ce garçon arriver. Donc il fait froid, il pleut, un grand sourire, il me dit hello, il me demande la route pour la jungle. Donc la jungle, je sais à peu près où ça se situe, mais moi j'y suis jamais allée. Et puis tout bêtement, je lui dis je lui montre la voiture, il monte en voiture et là il m'oriente pour que je puisse le conduire jusque l'entrée de la jungle. Et je vois des bâches, je vois des tentes, je vois une maman au sol avec son enfant sur les genoux. Je vois tout ce monde qui grouille, cette fourmilière qui est là. Et je me dis, c'est pas possible.
je suis pas en France, quoi. On peut pas laisser les gens comme ça, c'est incroyable. Et en rentrant, là, j'ai lancé un appel sur les réseaux sociaux en disant je récupère tout, couverture, chaussures, voilà comment ça a débuté. On se dit qu'est-ce qu'on a été cons. Donc vous décidez de vous impliquer sur le terrain, de donner de votre temps bénévolement pour aider notamment à la distribution de repas. Et puis, pendant que vous êtes bénévole, se fait donc la rencontre avec Mokhtar. C'est l'histoire d'amour que vous racontez dans votre livre. Donc des Iraniens, ils étaient 9, décident de protester, de se coudre la bouche pour expliquer les conditions de vie au niveau de la jungle. Et puis donc je rentre dans le point info pour aller leur dire bonjour, je les connaissais pas avant, et là je serre la main de tout le monde, ils sont 9, et puis c'est le déclic en fait, mon regard croise celui de Mokhtar, et là c'est le coup de foudre. Et du jour au lendemain, on me dit ils se sont décousus la bouche, ils sont tous partis. Donc je cherche pas, je connais même pas son prénom. Et un mois après, le destin a fait qu'il y a eu un appel sur les réseaux sociaux en disant il y a 2 Iraniens qui se sont retrouvés en Espagne et là ils sont en train de revenir en France parce que ça s'est très mal passé là-bas. Est-ce que quelqu'un veut bien les accueillir pour 2 ou 3 jours? Donc je réponds oui à l'appel. Et tout en sachant toujours pas qui je vais accueillir. Et la surprise fait qu'arrive à la maison Mokhtar avec un de ses collègues. Et au lieu de 2 jours à 3 jours, il est resté avec son ami 1 mois à la maison. Et puis, dès la première semaine, en fait, ce qui s'était passé, le coup de foudre dans la jungle, ça s'est concrétisé. Et on a pu déclarer ce qu'on ressentait l'un pour l'autre. Et ça fait 1 an maintenant. Est-ce que vous n'aviez pas peur au début d'être dans une relation déséquilibrée, qu'il puisse avoir l'envie de vous utiliser, entre guillemets? Alors, m'avoir utilisé, il aurait pu. Il serait resté en France et puis on se serait mariés, il aurait eu ses papiers. Donc voilà ce que je réponds à chaque fois qu'on me pose la question. On me l'a posé même dans mon cercle d'amis. Donc le but était de partir en Angleterre et ça faisait déjà 8 mois qu'ils étaient dans la jungle. Je voulais pas lui dire de rester, donc j'ai jamais fait la démarche de lui dire reste en France parce que je voulais pas le mettre en cage en fait. Le but d'aller en Angleterre, c'est surtout parce qu'en Angleterre, il y a une rapidité que nous n'avons pas en France. C'est-à-dire qu'en 6 mois de temps, l'autorisation est donnée pour rester sur le territoire anglais et travailler pendant 5 ans. Après, le temps qu'il est à la maison, ils ont fait une tentative par camion qui a échoué. Et la deuxième tentative, ça a été la bonne, ça a été en partant avec le bateau. Et quel rôle vous avez joué là-dedans? Moi, j'ai pris ma voiture, on est allés ensemble pour voir les bateaux, et le rôle que j'ai joué, c'est d'avoir mis le bateau avec la remorque attachée à ma voiture, et après d'avoir été rechercher le bateau et de les emmener à la plage et de les laisser partir avec le bateau. Donc ils ont reçu de l'argent pour acheter le bateau. C'était l'argent de leur famille? Oui, l'argent de la famille, oui. Et ils avaient payé 1 000 € le bateau. Il faut se dire aussi que c'est super dangereux, quoi. Moi, quand il est parti, je pensais pas le revoir. Le trafic au niveau de la Manche, le trafic maritime, c'est énorme. J'arrêtais pas de lui dire, t'es parti, je t'envoie à la mort, là, c'est fini. Et pourtant, vous l'avez accompagné jusque-là? Si c'était pas moi, il aurait payé combien? 6 000 € avec des passeurs pour partir. Alors qu'en fait, c'était illégal. Voilà, c'était illégal. Donc j'ai peut-être compris à un moment donné, c'est quand j'étais arrêtée, et surtout quand on m'a dit que je risquais 10 ans de prison et 750 000 € d'amende. Donc là, ça remet un petit peu les pieds sur terre quand même. Comment aujourd'hui vous voyez la femme que vous étiez il y a 2 ans ou il y a 2-3 ans avant d'aller dans la jungle, quand vous étiez encore Front National? En fait, j'ai 2 vies différentes. Et puis m'en vouloir quand même d'avoir adhéré, ne fût-ce qu'un léger temps à des idées comme ça. On peut dire que j'ai vécu 2 vies. Voilà Béatrice Huret qui a vécu 2 vies. Elle a été reconnue coupable par la justice du tribunal de Boulogne pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, mais elle a été dispensée de peine. Le parquet a fait appel. Elle attend donc un nouveau jugement, et en attendant, toutes les 2 semaines, elle prend le ferry, elle parcourt la campagne anglaise sur plus de 400 km pour rejoindre Mokhtar. Donc, quel est leur avenir à 2? Ça sera pour on ne sait pas. Une autre histoire, un autre livre. Je trouve que c'est une belle histoire d'amour. Ça mériterait d'un film, je pense. Une belle histoire humaine aussi. Si c'est à faire, je pense que nous toutes, on l'aura fait. Pour ces hommes et ces femmes. Qu'est-ce qui est illégal aujourd'hui? C'est de voir ces gens mourir de l'autre côté de la mer. Ces gens, ils se donnent la mort pour arriver jusqu'ici parce qu'ils cherchent la vie. Donc, laissez-les vivre, ces gens-là.
c'est tout ce qu'il demande à ce monde, c'est de vivre. Nous avons tous traversé aujourd'hui autour de cette table en majorité, Elena, Paula et moi-même, nous avons tous traversé d'une façon légale peut-être la mer. Aujourd'hui, nous sommes là et nous aimons ce pays et on veut que ce pays nous le rende bien pour nous et pour tous les immigrés qui sont là. Ces immigrés sont des hommes et des femmes qui peuvent apporter beaucoup à l'économie de la France et des pays occidentaux. Ils travaillent, ils ont de la volonté, ils ont vécu la mort, donc ils en veulent de la vie, ils en veulent. Ils ont la vie en eux et il faut leur donner leur chance. Peut-être qu'un jour, ce monde changera grâce à cet amour qui triomphera toujours, d'ailleurs. Voilà, sur le coup de foudre universel. Et surtout, Elena, c'est une histoire, ça aurait pu être une histoire de solidarité et d'amour s'il n'y avait pas justement ce détail, mais pas très importante qu'elle avait passé par Front National. Elle avait adhéré à ces idées-là. Et je pense que justement... il y a tout pour en faire un bon film. Il y a tous les ingrédients. Tout à fait. Sauf que c'est la réalité. Politique et l'amour. Voilà. Merci à vous les tchatcheuses. Vous revenez quand Merci. vous voulez. L'émission a été préparée par Cécile Lavolo, Camille Néran, Hugo Violas. Alors demain, 7 milliards de voisins nous poseront la question: faut-il cesser de manger des animaux pour éviter de les faire souffrir? Waouh, ça veut dire Grande quoi? question. On continuera, bien sûr. On a faim. Elena, les faire souffrir. Moi, je mange de la viande. Alors là. et Paola, vous Je avez suis un peu répondu. partagée. On en discute en tout cas J'avoue. demain en direct avec les auditeurs.